Bonjour, bienvenue sur Paris United. Aujourd'hui, on reçoit Paulo Breitner pour nous parler de son livre Leading to Roll. Paulo, moi j'ai d'abord envie que tu nous parles de toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on aborde le sujet qui nous intéresse tous, l'entraîneur du PSG? Parler de soi professionnellement, je suppose, parce que le reste, c'est Ouais, pas c'est tellement ça. intéressant. Facile, j'ai été repéré par Daniel Riolo en 2009, donc Mhm. j'ai passé 5 ans dans l'équipe des drôles de dames, etc. Historiquement parlant, je suis un méchant financier de formation, Alors, ce c'est qui pas peut, bien ça. ce qui peut parfois choquer par rapport à mes convictions. J'ai arrêté RMC en Mhm. 2014, et depuis, j'ai travaillé en Suisse, je donne des cours à Paris, je Mhm. fais différentes choses à Saint-Étienne où j'habite, où il y a ma femme. Et voilà. Et donc j'ai été contacté pour écrire un livre sur Thomas Tuchel, et voilà le produit. D'accord. Tu continues aussi, je crois, à travailler pour Eurosport, ou du moins J'ai travaillé relativement longtemps sur Eurosport, mais non, j'ai arrêté. Non, j'ai arrêté Eurosport. En fait, il y a eu un changement dans la rédaction, le chef de la rédaction, et comme je suis assez fidèle, je suis parti. Ouais. Bon. Venons-en maintenant à ce qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire ton livre que tu as coécrit avec Daniel. Comment est né ce projet? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur toile? Alors, en fait, Daniel m'avait contacté il y a 1 an à peu Mhm. près pour savoir en gros, ce que je devenais et tout ça, même si on échangeait relativement régulièrement. Et puis, je lui dis, tu sais, l'évolution des médias, c'est que des vidéos, c'est ceci, c'est cela, ça me branche moyen. Moi, j'aime bien écrire. Et puis, voilà, je pense qu'il a réfléchi de son côté. Il m'a dit, il m'envoie un mail en me disant, une bio sur Tourelle, ça t'intéresserait? Alors, genre là, honnêtement, au départ, je suis Mhm. pas trop chaud. Pourquoi? Parce que j'aime bien que la vie privée, Mhm. justement, reste privée. Ce que dit Thomas Tuchel, d'ailleurs, c'est important, c'est des choses importantes, ça. Et je réfléchis, et puis je réfléchis 3 4 jours. Ma femme, évidemment, me pousse à le faire. Et puis je relis une vieille interview d'un artiste de cabaret allemand qui dit que Thomas Tuchel, c'est Rudi Dutschke. Mhm. Et Rudi Dutschke, évidemment, en France, on ne connaît pas. Et moi, qui adore la politique, et qui adore la politique en Allemagne, voilà, c'est le déclencheur. Et je dis Rudi Dutschke, c'est énorme. Tu peux Alors, nous expliquer qui c'est Alors, justement Rudi pour... Dutschke, c'est ce qu'on appelle en Allemagne, ce qu'on a appelé en Allemagne la star rouge, en fait. Mhm. Donc, rappelons historiquement que l'Allemagne réunifiée, c'était il n'y a pas si longtemps, Mhm. et qu'avant, il y avait 2 pays, c'est la RFA et la RDA. Et donc, Rudi Dutschke est quelqu'un qui a fui la RDA. C'est l'un des fondateurs du parti Die Grünen, donc les Mhm. Verts, les fameux Verts en Allemagne. Et c'est surtout un énorme penseur allemand, Mhm. largement au-dessus de la moyenne, sauf qu'il est relativement austère pour les gens. C'est pour ça que l'artiste de cabaret dit non, non, mais nous, on aime Jürgen Klopp parce qu'au moins, lui, on arrive à le comprendre. L'autre, il est trop sérieux. C'est Rudi Dutschke, il est trop Mhm. sérieux, Tourelle. Et en fait, Rudi Dutschke est quelqu'un qui a été extrêmement visé par la lutte contre l'anticommunisme. C'est Mhm. quelque chose de très violent en Allemagne dans les années. Il y a la fameuse RAF, etc. Donc c'est Mhm. la bande à Bader Ouais. pour les La Français, fraction armée la rouge. fraction armée rouge. Et en fait, Rudi Dutschke est un penseur d'extrême gauche, et il est victime d'un attentat, etc., qui décédera en 79. Mhm. Mais ça reste quelqu'un d'extrêmement important. C'est-à-dire que je pensais à ça il n'y a pas si longtemps que ça. Les communistes en Italie ont eu la chance d'avoir Berlinguer, qui est aussi une tête pensante, Enrico Berlinguer. Les Allemands ont eu Rudi Dutschke, et nous, on se tape Cohn-Bendit et Georges Marchais. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. C'est Alors, pas le même niveau, excuse-moi de te couper. et c'est justement ce qui fait la force du livre, c'est-à-dire il y a une vraie volonté de contextualiser finalement la carrière de Tourelle en le plaçant dans ce qu'est l'Allemagne, mais pas simplement l'Allemagne des 10 dernières années, mais l'histoire longue de l'Allemagne. Est-ce que tu peux revenir justement sur ça, et après on reviendra sur ce que les médias Alors, français avaient oublié? je te remercie de poser la question, parce qu'en fait, c'était l'une de mes portes d'entrée pour ce livre. J'ai voulu absolument contextualiser ce qu'est Thomas Tuchel dans une Allemagne des années 70. Mhm. Bon, il est né en 73. Il est en Bavière, c'est ça? Il est né en Bavière, mais il est souabe, en fait. Si tu veux, c'est une tribu, hein, parce que les Allemands, un pays fédéraliste, c'est des tribus, Ouais. en fait, historiquement parlant. Et, même si administrativement, il est né en Bavière, c'est un souable plutôt, c'est-à-dire qu'il a une tendance naturelle à regarder vers Stuttgart. Mhm. Et ce qui est important, si tu veux, c'est que on n'est pas dans un pays, au niveau du football, qui ne bouge pas. Justement, ce qu'on Mhm. appelle un peu pompeusement la révolution footballistique allemande, c'est que tous les clubs en Allemagne se mettent en marche. Ils sont tellement cramés après l'Euro 2000, Mhm. après l'Euro 2000, Mataos a 39 ans, Mhm. etc., que finalement, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et tu ne peux pas expliquer le parcours de Thomas Tuchel si tu ne comprends pas
c'est quoi le club d'Augsbourg où il est passé, ce club que personne ne connaît, qui est Mhm. récemment monté en Bundesliga. Ah, oui. Il y a comment ça s'appelle, le club de Ulm où est passé Ralf Rangnick, ou a coaché Ralf Rangnick. Tu pourrais très bien parler le cas Hoffenheim, qui a été très critiqué parce qu'on sait que c'est un milliardaire, mais sans Hoffenheim, la révolution footballistique allemande n'existe pas. Et lui, il profite de ça. C'est ça qui me semble très important. Et donc tu as tout à fait raison, j'ai absolument voulu dans chaque chapitre où il change de club, contextualiser c'est quoi Mayence, c'est quoi Augsbourg, c'est quoi le VfB C'est quoi Stuttgart, Dortmund aussi, c'est quoi là où Dortmund, il là où il arrive, etc. avant club d'ailleurs. Hein. Avant club, ouais. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est toute cette trajectoire qui fait que Thomas Tuchel, c'est pas simplement un homme, c'est un homme dans un contexte, Oui. dans l'évolution de Voilà. l'histoire du foot allemand. Alors, ce qui est super intéressant, je comprends mieux ta question. Le Borussia Dortmund, c'est un club très spécial en Allemagne, parce que c'est le premier club allemand qui gagne une Coupe d'Europe. Donc, nous, n'oublions pas, 63, professionnalisation du foot allemand, la création de la Bundesliga. 3 ans après, Dortmund gagne la première coupe en battant Liverpool. Donc là, on est en 66. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ça a l'air de rien, mais c'est juste le début en fait de la série de victoires des Allemands en Coupe d'Europe, et c'est très important. Je vais donner une anecdote. Il y a 2 ans, j'étais à Dortmund, j'étais invité pour ce qu'on appelle en français ce qu'on appelle le trophée des champions, la super coupe, la super coupe, voilà, chose qui vaut pas grand chose. Et je rencontre à l'hôtel, donc je rencontre beaucoup de personnes en Allemagne, donc il y a tous les grands responsables français, donc il y a Yazo, je revois José Touré qui est là-bas, qui est invité, le mec, il a les yeux illuminés parce qu'il voit ce que c'est que le football allemand, etc. Il y a même des journalistes où je leur demande, ils me demandent, mais c'est qui José Touré? Je dis, mais c'est le Brésilien français, comment on ne pouvait pas le connaître, etc. Donc c'était assez intéressant. Et le soir, tu vois, à l'hôtel, je vois tabler à un bar un vieux gars, mais tu vois, 70, 75 ans, hippie des années 70, et puis on se met on se met à discuter autour d'une bière de soif évidemment, et on se met à discuter autour de lui, et le mec il me dit, vous savez, moi j'ai connu 66, la victoire de Dortmund, mais je suis bavarois. Et donc ce gars, il a fondé le club des supporters en Bavière, à Munich, du Borussia Dortmund. Donc c'est compliqué quand même, c'est très très dur. Et c'est extraordinaire. C'est ça aussi le Borussia Dortmund. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas que la victoire en Ligue des Champions en 97, c'est pas pour ceux qui ont connu récemment le mur jaune, la mode du mur jaune, etc. Le Borussia Dortmund, c'est la Ruhr, hein, c'est la mine, c'est des mecs qui se sont esquintés toute leur vie et tout ça, et il faut comprendre ce contexte-là. Ce qui fait la force justement du livre, c'est cette volonté de remettre en perspective. Et si on en revient à Tourelle, on est face à un homme qui représente une autre Allemagne du foot et une évolution justement historique de ce football allemand. Est-ce que tu peux revenir dessus? Alors, il profite en fait d'une réflexion. Voilà, c'est ça. Il profite d'une réflexion, il est très doué, il est sûrement le plus doué de sa génération, enfin il est même le plus doué de sa génération, mais il a aussi la chance de naître dans des régions très riches. Donc on parle de Bavière, mais on a à côté il y a le Bade-Württemberg, donc c'est Stuttgart, c'est Offenheim, c'est Fribourg pour le centre de formation, etc. Et c'est des régions très riches et qui en fait et même, on peut même aller en seconde division. Il y a le FC Heidenheim que personne ne connaît, qui est un petit club entre 10 et 15 000 personnes, et ça monte, en fait ça bouge, c'est en train d'être créé et ça se passe là. Et Tourelle, il a la chance de naître là. Bon, son père est un entraîneur de football, le pousse, lui, c'est ce qu'on dit un peu dans le texte, dans le livre, pardon, c'est que c'est le fils unique, comme on dit, même si, en relisant des articles, on apprend qu'il a une petite sœur, mais j'ai vraiment pas envie d'en parler, tu vois. Je sais pas si c'est une sœur cachée, je sais même pas si elle existe vraiment, cette sœur, déjà, parce qu'encore une fois, je répète, la vie privée me passionne pas. Et il est le premier à l'école, enfin ça marche, il n'a pas de problème, donc tout le monde dit, il a le complexe en Allemagne, ce qu'on appelle du fils unique, c'est le chéri à sa maman, il réussit bien l'école, il fait ce qu'il veut, il est doué en sport, le père le pousse, il va dans son club en local à Krumbach, au TSV de Krumbach, etc. Donc ça marche très bien. Et puis, il est vraiment doué pour le foot quand même, tu vois. Après, la capitale, les portes s'ouvrent. La capitale, en gros, c'est Augsbourg. Hein, c'est comme quand tu vis dans les petites villes de province. Dès que tu en as qui sont un peu plus grandes, ça devient presque la capitale. Ouais, c'est la capitale régionale. Donc tu vas à Augsbourg, et là, il est au FC Augsbourg. Et là, déjà, il continue à progresser. Il est même sélectionné chez le U18, tu vois, où il fréquente Didier Hamann, ce qui n'est pas neutre quand même, quand tu connais Didier Hamann. Et là, tu te rends compte quand même que le palier est dur à passer, quoi. Et là, il a une discussion très importante avec son père. Et son père, et il dit, papa, arrête de me motiver, arrête de me dire ce qui va pas. Il va falloir, j'ai besoin de toi pour autre chose. J'ai besoin que tu me soutiennes, parce que les autres se chargent de me dire qu'en gros, je suis pas bon, quoi.
Donc il n'aura pas la carrière espérée, en gros il n'aura pas le ballon d'or, c'est pas un super champion, mais il fera quand même une carrière entre guillemets honnête, dans le sens où il est récupéré par l'autre club de Stuttgart, les fameux Stuttgarter Kickers, qui sont, pareil, les Stuttgarter Kickers, quand tu es en Allemagne, c'est un nom. Tu vois, c'est comme avant que Reims revienne en première division, les gens te disent... C'est un club historique. Voilà, c'est un club historique, ça fait partie des choses, ça fait partie du panel des clubs qu'on doit connaître, etc. Et donc il y va pendant 2 ans, donc il fréquente notamment Freddy Bobic et tout ça. Et puis ça se passe mal parce qu'il n'a pas le niveau, et puis bon, il commence à avoir ses problèmes physiques, etc. Et là, il apprend beaucoup de choses, et c'est très intéressant parce que Freddy Bobic, on a retrouvé les extraits de ce qu'il disait de Tourelle, et on voit la compétition qu'il y a à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, il en prend plein la tronche, quoi. Mais c'est pas que lui, c'est le milieu qui est comme ça. C'est quand même, on est dans la compétition, il faut arriver au top niveau. Donc il va après les Kickers, il va partir à Ulm, où va officier notamment un certain Ralf Rangnick, qui va un peu entre guillemets révolutionner le foot allemand à sa façon. C'est-à-dire que lui, il est fan notamment d'Arrigo Sacchi, bon, il y a Lobanowski, Arsène Wenger et tout ça. Mais n'oublions jamais, quand les Allemands sont champions du monde en 90, c'est encore une vieille Allemagne. Lorsqu'ils sont champions d'Europe en 96, c'est encore une vieille Allemagne. Il y a déjà le Milan AC qui est en train de tout changer au niveau footballistique, hein, le Arrigo Sacchi, etc. Et donc lui, il amène la zone, on revient à une défense à 4, etc. Et on joue un football extrêmement flamboyant et chatoyant qui n'a rien à voir avec une vieille Allemagne. En même temps, j'oublie toujours cette date, en 98, la plupart des clubs allemands ont des problèmes financiers. Et en 98, il y a la fameuse règle du 50+1. C'est-à-dire que ça ne se passe pas que sur le terrain, ça se passe à côté aussi. Il y a une révolution, globale. Voilà. Comment est-ce qu'on attire les sponsors, comment on inspire X, Y, Z, etc. Et là, c'est assez intéressant. Donc lui, il ne peut pas participer en tant que sportif à ça parce qu'il se blesse. Donc à 24 ans, il est forcé de mettre un terme à sa carrière. Et donc il va être récupéré par la suite. Alors je vous laisse découvrir l'histoire du Radio Bar parce que c'est pas qu'un bar. C'est pas qu'un bar. C'est-à-dire qu'il y a une culture derrière, une culture un peu underground, etc. Donc je vous laisse le découvrir dans le livre. Parce que, ça, c'est toute la trajectoire du jeune homme Tourelle après sa carrière. Ce qui est extraordinaire, c'est que du jour au lendemain, il décide d'arrêter d'être barman. Parce qu'il voit que son club monte en bully, quoi. Il monte en première division. Et là, il fait un changement radical, c'est-à-dire il se dit maintenant, je vais passer de l'autre côté, je vais entraîner. Je vais revenir dans le monde du sport de haut niveau et je vais entraîner. Donc évidemment, Ralf Rangnick lui confie des jeunes et donc il se retrouve au VfB Stuttgart, qui est quand même aussi, ne l'oublions pas, un des clubs les plus performants au niveau de la formation en Allemagne. Donc j'explique différentes choses à ce niveau-là. C'est pas n'importe quoi d'être au VfB Stuttgart. Hein. C'est au niveau ces choses qu'on a du mal à percevoir en France, c'est que c'est des clubs qui ont vraiment des identités très fortes. Un n'existe pas et on va signifier. Stuttgart, le VfB Stuttgart, c'est l'Ajax Amsterdam au niveau de la formation. Ils sont tous sortis, la génération championne d'Allemagne en 2007, et ça c'est très important. Et donc, il devient entraîneur et tout ça, et surtout on lui donne sa chance en devenant co-entraîneur d'Hans-Martin Kleitsch. Kleitsch est quelqu'un de très très important à Stuttgart qui a pendant des années entraîné les U19, et dès la première année, ils sont champions des U19. Donc lui en tant que co-entraîneur, pardon. Très important aussi que j'essaye d'expliquer quand tu parlais de constitutionnalisation, les championnats changent, la 3e division se crée, etc. C'est vraiment un pays en mouvement, et lui il fait partie de ce mouvement. Et puis il va devenir un de ses visages, puisqu'il va arriver très vite, si on va un petit peu plus loin, parce qu'on va laisser des choses pour les lecteurs justement de Paris United, il a une trajectoire qui est complètement exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Alors c'est très intéressant, parce qu'ensuite on va partir directement à Mayence. Pareil, entre-temps, il y a Augsbourg où ça se passe pas si bien que ça, même s'il fait un boulot extraordinaire, c'est assez intéressant. Il va à Mayence, du coup. Il va à Mayence, il se retrouve chez les U19. Pourquoi est-ce qu'il se passe chez les U19 ? C'est qu'il y a beaucoup de séminaires entre les responsables des centres de formation et tout ça, et Volker Kersting, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, se rend compte que ce mec-là, Thomas Tuchel, il a un discours qui est un peu différent, il a compris ce que c'est que la formation, ce que c'est que les jeunes, et il l'amène à Mayence qui cherchait un entraîneur des U19. Et là, il passe l'entretien de passage chez Christian Heidel, personnage aussi que j'adore personnellement, chatoyant du football allemand, mais qui n'est pas du sérail du football allemand, parce que le mec, c'est un fils de bonne famille, on va dire ça, de Mayence, concessionnaire, en fait. Un concessionnaire BMW, BMW, mais on va dire très haut de gamme et tout ça. Et lui, il voit le foot différemment. C'est-à-dire qu'il pense le foot différemment. Il ne pense pas le vieux foot qu'on a aussi souvent encore en France, parce que moi j'ai appelé à l'époque où j'étais sur RMC un peu la franchouille, quoi. C'est cette façon toujours un peu de voir le football des années 60. Et Christian Heidel et Thomas Tuchel se trouvent à ce niveau-là. C'est-à-dire que... c'est le business avec tout ce que ça implique. Et tout ce que ça implique. Mais il comprend, Christian Heidel, c'est très intéressant, parce qu'encore une fois, Mayence, personne ne connaît.
Mayence fait partie de ces nouveaux clubs qui sont arrivés en Allemagne en Bundesliga, parce qu'il y a un gars qui s'est appelé Jürgen Klopp qui a réussi à faire monter le club en première division. Et ce qui est la différence entre Klopp et Tourelle, ce qu'ils ont fait avec Mayence, c'est que Tourelle l'a installé en première division, ce qui n'est pas évident. Il n'y a que 18 clubs. Parce que Klopp, lui, est redescendu et n'a pas réussi à revenir, et c'est pour ça qu'il est parti. Et Christian Heidel, c'est ça, c'est qu'il ne cherche pas des coachs classiques. Il ne cherche pas des mecs, comme on dit, qui ont été virés 5 fois, 6 fois, tous les clubs. En gros, les Réagel, les Magat, il n'en veut pas. Il veut des mecs qui ont des pensées différentes, qui comprennent le spectacle, etc. Et qui dit que Mayence, nous on est un petit club, mais on mouille le maillot et on essaie de bien jouer, etc. Avec le centre de formation qu'il doit essayer de fournir. Et là, donc, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il gagne, lui, cette fois-ci, en tant qu'entraîneur, le titre chez les U19. Et il est nommé à la surprise générale, ce qui ne s'était jamais fait en Allemagne, une semaine avant le début de saison, parce que officiellement, alors on va rentrer un peu dans le détail, officiellement l'ancien coach s'est fait éliminer par une D4 au premier tour de la Coupe d'Allemagne, et donc on le vire. En fait, il y avait énormément de problèmes au sein du groupe, en gros les joueurs ne voulaient plus de l'entraîneur, et donc pareil, on va laisser dans le livre un peu les discussions entre Christian Heidel et Thomas Tuchel, comment s'est passé l'entretien d'embauche. C'est assez phénoménal. Et il devient, quelques jours avant le début de la Bundesliga, coach de Bundesliga, chose qui n'existe pas en Allemagne. On ne vient pas des U19 et on passe pas comme ça. Et là, boum, c'est Leverkusen qui débarque. C'est Leverkusen de Jupp Heynckes, c'est une équipe superbe, elle est en reconstruction parce qu'elle a raté sa dernière saison, etc. C'est une des plus belles équipes de Leverkusen des 20-25 dernières années, et dans le jeu, c'est un truc extraordinaire. Ils perdent leur premier match en Bundesliga, ils le perdent à la 25e journée, c'est pas compliqué. Il fait 2-2. Alors déjà, tu as retentissement. Et là, pareil, scepticisme des journalistes, mais c'est qui Thomas Tuchel, pourquoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, troisième journée, il y a Van Gaal qui débarque avec le Bayern. Alors le Bayern a eu un peu de soucis en début de saison, notamment, alors c'est l'époque, je ne le raconte pas dans le livre, mais c'est l'époque où Van Gaal voulait que Ribéry joue en numéro 10, derrière 2 attaquants, et ça s'était mal passé. Et là, sensation, Mayence, Bâle, Bayern, 2-1. Alors, boum, c'est parti. Donc là, c'est plus simplement une surprise. C'est la confirmation d'une surprise. Mais en fait, c'est que les gens disent, ah ouais, mais ce mec-là, il a quelque chose quand même. Il fait jouer son équipe d'une façon intelligente. Et surtout, on commence à se rendre compte, plus les matchs vont avancer, qu'il joue jamais de la même façon. Il s'adapte à tous les adversaires. Il joue une fois avec 2 attaquants, une fois avec un seul attaquant, une fois avec une défense à 3, une fois avec un meneur de jeu, etc. On commence à voir le Tourelle qu'on connaît nous maintenant ici à Paris. C'est ça. Et puis il y a le début de la seconde saison à Mayence, et là il commence avec 7 matchs sur 7. 7 victoires à la suite en Bundesliga. Première en Bundesliga. Voilà, première en Bundesliga, 7 sur 7. Phénomène, Tourelle. Et là, bon, le gars, il est accepté par tout le monde, comme quoi ça devient la figure montante du foot allemand, mais au niveau médiatique, c'est pas encore ça, parce qu'il y en a un autre, qui est un ancien coach de Mayence, Jürgen Klopp, qui lui est en train de faire flamber la Bundesliga avec Dortmund. Et donc en fait, toute la médiatisation est captée par Jürgen Klopp, qui est un phénomène médiatique. Qui a compris ce que voulaient dire utiliser les médias. Voilà, exactement, il sait très très bien les utiliser d'ailleurs. Puis il est doué pour ça en plus. Et donc voilà. Et ensuite, donc, il va rester 5 ans à Mayence. On se rend compte que la 3e et 4e année, il n'a pas forcément l'équipe qu'il veut. Il n'a pas forcément l'équipe qu'il veut, et il apprend. Et là, on commence à sentir qu'il est déjà trop puissant pour Mayence. Il faut passer à autre chose. Donc la 5e année, il fait des choses pas terribles. Il négocie dans le dos de Christian Heidel, alors qu'il y avait eu déjà des discussions pour savoir quand est-ce que tu veux partir et tout ça. Il décide, lors de la dernière journée de Bundesliga, la 5e saison, si Mayence l'emporte, ils sont en Europa League. Il décide 1 heure avant le début du match de dire à des journalistes, écoutez, il y aura une conférence de presse demain, donc en gros ça veut dire qu'il se barre, et là ça devient un clash dans tous les sens, et il commence à avoir une mauvaise image à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on commence à voir Thomas Tuchel le Maverick, c'est-à-dire la pépite qui monte, qui s'impose. On voit aussi certains de ces traits de caractère qu'on a pu retrouver à Dortmund après, c'est-à-dire un être qui peut être volcanique, en tout cas qui est présenté comme tel. On voit aussi que la presse française a eu tendance à d'abord pas suffisamment travailler, puisqu'elle ne le connaissait quasiment pas quand il est arrivé. Et puis dans un deuxième temps, elle a eu plutôt tendance à le caricaturer. C'est-à-dire à ne regarder que le Thomas Tuchel volcanique, tempétueux. Maintenant qu'il est au PSG, on est face à un entraîneur différent. On a vu qu'il était extrêmement adaptable. Je crois que c'est l'entraîneur qui est capable, depuis que les Qataris ont racheté le club, de présenter les schémas tactiques les plus surprenants, de changer en cours de match, rapidement. On a pu voir aussi à l'occasion du mercato hivernal qu'il était capable de faire entendre sa voix avec humour.
Et on commence à voir aussi sur le banc de touche le côté éruptif. Pour toi, Thomas Tuchel, au PSG, qu'est-ce que c'est? Bon, lorsque Thomas Tuchel est nommé entraîneur du PSG, il sort d'une saison sabbatique. Il sort surtout de 2 ans très volcaniques à Dortmund pour différentes raisons, qui sont, je pense, relativement bien expliquées. Ou d'ailleurs, on donne des pistes Tu très, parles de très claires. l'attentat, par exemple. Je parle de l'attentat, où des choses d'ailleurs n'ont pas été forcément. C'est pas ça en fait, ce qui s'est passé Mm. autour de l'attentat. C'est-à-dire, on n'a quand même pas le droit. Et là, je cite Oliver Fritsch, le journaliste de Lead Site, on n'a pas le droit de se servir de cet événement pour se valoriser ou pour dénigrer quelqu'un. Je cite quelques phrases et je fais l'interview d'Oliver Fritsch et je lui dis, mais alors il y en a au moins un qui ment. Et lui, il me répond d'une façon un peu sarcastique que peut-être même les deux mentent sur cette histoire. Bon, ce qui est sûr, c'est que personne ne sait pourquoi le match a été joué, c'est très compliqué, etc. On est dans des périodes d'attentats, il y a des attentats. Il y a d'autres enjeux qui Il y a dépassent. d'autres enjeux qui dépassent, je pense, mais personne ne sait aujourd'hui pourquoi. On le saura peut-être Ouais. un jour. Hein, mais... Donc, il arrive au PSG. Moi, si tu veux, lorsqu'il arrive au PSG, tout de suite, voilà, j'ai les étoiles dans les yeux, c'est génial, et ceci et cela. Et puis, je me prends 48 heures pour simplifier, de presse française, quoi. C'est-à-dire ce que j'avais quitté en 2014, en partant d'RMC, ben, je le retrouve un petit peu maintenant, et pendant 2 jours, je vois un petit peu tous les préjugés, toujours pareils, qu'on a sur le football allemand, mais qui est au passage très bien expliqué par Willy Sagnol. Quand Willy Sagnol dit non, non, c'est un très bon coach, c'est bien, mais je suis surpris que ce soit un Allemand. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Il y a toujours un truc, moi j'adore cette phrase. Hein. Donc qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais, c'est un Allemand, c'est de la discipline, c'est de la rigueur. Oh, il n'a pas de palmarès. Moi je ne savais pas que Carlo Ancelotti avait remporté la Ligue des Champions avec Paris. Hein. Il est non mais c'est vrai, je veux dire il a pas de palmarès, il est rigoureux dans la discipline, il est jeune, on le connaît pas, il s'entend pas avec tous ses présidents, il s'est pas entendu avec tous les anciens présidents, mais encore une fois, la notion de président en Allemagne avec les systèmes associatifs n'a rien à voir avec les systèmes français. Il a du mal à gérer ses stars aussi. Il a du mal à gérer ses stars, Quand il en a. mais quand tu en as, mais alors, oui, enfin, Mats Hummels, c'est les champions du monde aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Paris, c'est 10 fois, 100 fois plus fort que Dortmund. Enfin, quand je vois l'effectif de Dortmund, la première saison notamment, avec Thomas Tuchel, j'aimerais bien l'avoir à Paris, c'est pas si mal que ça. Tu rajoutes 2-3 joueurs, tu as une belle équipe. Donc il y a ce côté en fait qui me dérange un peu à Paris, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le fait que Thomas Tuchel soit nommé, c'est ce qu'il y a en face. C'est-à-dire c'est ce qui tourne autour du PSG. La communication, non pas du PSG, mais ce qui tourne autour du PSG. On veut toujours plus. Mais toujours plus de quoi? C'est-à-dire que, ok, tu as eu pour moi, l'un des plus grands coachs de sa génération, Ancelotti, on m'explique, ça marche pas. Ok, on a eu la filière française avec Laurent Blanc, on n'a pas réussi. On a eu ce qui se fait de mieux dans le football espagnol avec Emery, avec 3 Coupes d'Europe, c'est pas suffisant. Et là, on me dit, ouais, c'est un no-name, mais c'est pas un no-name pour tout le monde. Et deux, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas en accumulant, quand je dis qu'est-ce que vous voulez, c'est pas toi, hein, c'est que veulent les médias, je comprends pas. Tu vois, j'arrive pas, on peut être très critique avec le PSG, c'est normal, mais qu'est-ce que vous attendez? Là, quand on voit la série de Tourelle à la tête du PSG, la série de victoires et le fait qu'il reste invaincu jusqu'en décembre avant la défaite contre Guingamp en coupe, on voit aussi là la victoire sans conteste à Manchester. Les regards commencent à changer. On voit aussi l'incompréhension finalement d'une partie de l'écosystème et puis surtout le fait qu'on découvre véritablement Thomas Tuchel et ce qu'il fait. Quand on voit Neymar par exemple qui saute sur son canapé en regardant le match alors que la saison précédente il était gentiment indifférent aux performances de son équipe, on peut imaginer que Tourelle qu'on présentait comme asocial, plutôt précoce, avec une vraie tendance à être une sorte de personne omnibulée par le jeu et uniquement par ça, et beaucoup plus que ça, on voit un manager, on voit quelqu'un qui fait preuve d'une certaine psychologie, mais là encore, on est dans les stéréotypes. Celui qui le connaît le mieux finalement, c'est celui qui connaît le foot allemand. Donc pour toi, Tourelle au quotidien, ce serait quoi? Alors, je pense que, déjà, n'oublions pas, je vais te donner un exemple qui m'a beaucoup choqué. Tirage du groupe. Liverpool, Naples, Paris. Le groupe le plus difficile en Ligue des Champions je dis oula, depuis bien longtemps. C'est pas évident. Et là, je commence à lire dans des médias, mais pas forcément des médias nationaux, des médias régionaux aussi, mais si Paris ne sort pas de ce groupe, ce sera un recul pour le projet du PSG. Bon, très bien. Je pense tout de suite au Bayern et la période qu'on avait actuelle, les 6 premiers mois. Si le Bayern était tombé dans ce groupe-là, le Bayern ne sortait pas. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du Bayern? Non, non, c'est autre chose.
Donc, et je me dis, mais attendez, Jürgen Klopp, il est coach de Liverpool depuis bien plus longtemps que Tourelle. Donc le projet Liverpool sous Klopp est largement avancé par rapport au projet Tourelle, au PSG. Naples, avec Ancelotti, enfin, c'est pas n'importe quoi comme équipe. Donc est-ce qu'on pourrait juste avoir un petit peu de respect pour les équipes qu'on rencontre, de mesure, de attention, c'est pas si grave que ça. Est-ce qu'ils travaillent bien? Ensuite, alors par rapport pour répondre exactement à ta question, c'est en gros, est-ce que tout ce qu'il fait aujourd'hui c'est de la com ou pas? Moi, je le pense. Je peux pas le prouver, c'est juste un sentiment personnel. Je pense qu'il y a énormément de com, qu'il a fait un travail énorme pendant l'intersaison, notamment en disant attention, c'est le PSG, on passe d'une autre sphère, il y a Neymar, il y a ceci, il y a cela, faut les travailler d'une façon différente. C'est une marque d'intelligence aussi. Oui, alors c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il va rester comme ça tout le temps? J'en suis pas du tout persuadé. Ce que je pense là, enfin, encore une fois, moi j'ai un regard extérieur. J'aime pas par rapport au PSG. Je regarde pas tous les matchs. Ça m'intéresse pas beaucoup, sauf les matchs importants. C'est dommage, ici c'est Paris, quoi. Ah oui, ici c'est Paris, c'est vrai. Mais je suis un supporter inactuel de Paris. Et concept que j'ai fait valider par Grégory Proch, qui a écrit un livre que j'aime beaucoup sur le PSG. Et donc je regarde ce qui se passe depuis 6 mois, je regarde les projets, je regarde les façons de voir qui il a recruté. Kehrer, mais c'est qui Kehrer? Ah oui, moi je suis assez critique aussi sur Kehrer. Pas parce que c'est un mauvais joueur, mais j'ai dit attention, il est jeune, il n'est pas fini, hein, il va falloir le faire développer, il va falloir qu'il apprenne. Donc si on juge Thomas Tuchel sur 2018-2019, c'est compliqué de dire qu'il va réussir ou ceci et cela. Mais il faut absolument sortir de là et de lui dire... Pour moi, la question, c'est dès le départ. J'avais fait une interview là, il y a quelques mois sur un blog du Figaro. J'ai dit, en gros, pour moi, la vraie question, c'est est-ce qu'on lui donne les clés du camion ou pas, quoi qu'il se passe. Si on estime que c'est un dictateur. On l'a vu avec Antero Henrique. Il y a une confrontation entre les deux. Ce qui se passe avec Henrique et Tourelle, c'est ce qui s'est passé avec Zorc et Tourelle à Dortmund. C'est pas compliqué. Mais pourquoi c'est que ça se passe comme ça? Il faut bien comprendre que Thomas Tuchel est quelqu'un qui n'accepte pas que l'on vienne dans son domaine de compétences. S'il ne veut pas un joueur, il ne faut pas lui proposer, le joueur ne jouera pas. Il est comme ça. Et il va au clash. Avec Acosta, par exemple. Voilà. Mais on a eu la même chose avec Mario Götze à Dortmund. Toutes ces choses-là, on les retrouve. Pour moi, c'est cousu de fil blanc, ces histoires. Par contre, ce qui me semble très important et qu'on raconte dans le livre, c'est que comment il est dans les négociations. Il y a un conflit entre toi et moi, les personnes civilisées. Voilà, bon, ça va pas, on essaye de faire ça, chacun fait un pas, etc. Thomas Tuchel et son clan, ils sont pas comme ça. Lui, il ne négocie pas. La négociation sera finie lorsqu'il aura gagné. Lorsqu'il aura dit à Henrique, je prends ta place. Ou alors, lorsque la direction du PSG dira, Thomas, t'es bien gentil, tu peux partir. C'est très important pour moi, ça. C'est quelque chose qui est... Donc il n'a pas la souplesse psychologique. Il n'a pas la souplesse psychologique qu'il a semblé comme ça. Alors évidemment, c'est en off. Ça se passe en interne. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté. Donc c'est quelqu'un... Et son agent est pareil. C'est-à-dire que ce sont des gens très instruits, très cultivés, tout ce que tu veux. Mais c'est des gens dans leur domaine. Tu ne touches pas, tu rentres pas dedans. Alors pour un tel contrôle fric, comment on fait pour gérer des joueurs qui ne sont pas forcément tous des professionnels avérés, en tout cas en matière de respect de la nutrition, du repos du sportif? Je pense à des joueurs dont la réputation est faite à Paris. C'est-à-dire comment un Thomas Tuchel va justement réussir à cadrer la vie parfois particulière des joueurs de foot qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent à l'extérieur de... Lorsque je regarde différentes conférences de presse de Thomas Tuchel, je ne peux pas m'empêcher dans son phrasé, où il s'améliore de mieux en mieux en français, de voir, virgule, attention, je ne suis pas content, je ferme la virgule, etc., etc. Il est encore en mode d'apprentissage. Il est encore, pour moi, je te le dis, mais c'est très, très, très perso ce que je dis. Ça se trouve, demain, on va apprendre que l'émir du Qatar veut plus de Thomas Tuchel parce que ceci ou parce que cela. Il est en train de prendre le pouvoir, il est en train de s'installer petit à petit, il est en train de construire son équipe. Il a peut-être déjà rayé certains noms de joueurs qu'on a aujourd'hui sur le terrain. Et il dit, je sais ce que je veux pour l'année prochaine, etc. Donc, comment on responsabilise des mecs qui font le bazar, entre guillemets, ou qui n'ont pas l'hygiène de vie que lui attend d'un sportif. Il est très exigeant. Il est très exigeant, mais il est aussi exigeant avec lui-même. C'est-à-dire que quand Gundogan commence à faire à Dortmund son régime, il le fait lui aussi. Il le fait. C'est très important. C'est-à-dire, moi, ma philosophie sur Thomas Tuchel, c'est simple. C'est quelqu'un
qui n'a pas eu la chance de jouer en Bundesliga alors que tout le monde lui promettait de jouer en Bundesliga. Et c'est quelqu'un, et pour simplifier, si on était dans le cyclisme, c'est un Grégario, quoi. Et il voit les grands champions. Et il voit un grand champion comme Neymar et il dit, Neymar, si moi j'étais Neymar, mais je ferais tout différemment parce que j'aurais cette volonté d'être toujours meilleur. Et je pense que c'est ça ce qu'il est en train de faire. C'est une vraie chance pour Paris finalement. Pour moi, c'est une chance. Mais faut-il encore être capable de comprendre, que tout le monde suive et de savoir comment on explique. Donc en début de saison, j'ai un peu rigolé sur les discussions qu'il y a eu entre Neymar, les ceci, ça. Ok, c'est du deal jusqu'à maintenant, mais si Neymar il n'a pas envie, ça ne marchera pas. Autant Tourelle. Mais par contre, tu peux être Tourelle, tu peux être le meilleur psychologue que tu veux, si le mec il n'a pas envie. Ça sert à rien. Par contre, ce qui est très intéressant, et c'est moi les infos que j'ai aussi, ça est sûrement 10 fois ou 100 fois plus que moi, c'est que le mec, on retrouve les mêmes choses qu'en Allemagne. Les entraînements sont jamais les mêmes. Les exercices changent tout le temps. Les mecs sont super motivés. Par contre, ça demande aussi des joueurs intelligents qui comprennent. Et pourquoi est-ce qu'il en a perdu beaucoup en Allemagne? Il en perd beaucoup en Allemagne parce que tu as des joueurs qui n'ont pas forcément, je caricature, la capacité intellectuelle pour comprendre ce qui se passe. Ou ils ne veulent pas, tout simplement. Quand tu as des gars de 30 ans, qui gagnent tant par mois et qui voient que c'est la fin de carrière qui approche, est-ce qu'ils ont envie d'écouter un jeune coach qui débarque? Pas évident. Et là, donc, c'est la responsabilité. Et je vais te dire, pour moi, la plus grande richesse qu'a fait Thomas Tuchel, la plus grande réussite pour moi sur ces 6 mois, j'ai le sentiment, mais c'est un sentiment très personnel, qu'il a réussi à se mettre le public du parc dans la poche. Entre guillemets. Et ça, parce qu'ils ont compris. Parce que peut-être que dans les médias, dans tous ces médias qui expliquent beaucoup de choses, qui sont souvent pas tellement intéressantes, peut-être qu'il y a certains gars qui vont au parc tous les 15 jours ou pendant les matchs de coupe et qui se disent, attends, il y a peut-être un truc à faire avec cette chose-là. Et lui, le gars, et on donne le virus, tu sais, aux autres. Regarde, attends, ouais, ok, Tourelle, c'est un Allemand, c'est un Fridolin, c'est tout ce que tu veux, mais regarde ce qu'il fait. Regarde comment Neymar joue maintenant. Regarde ceci et cela. Et puis, tu as toujours l'autre côté. Est-ce que c'est pas finalement le PSG qui était le bon club pour toi? Un club d'élite? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, attention, parce que l'élite, on développe le concept de l'élite par rapport à Jürgen Klopp, notamment dans le livre. Il faut savoir ce que c'est que Paris pour un Allemand, quoi. Dans la ville, il n'y a que deux villes qui comptent. C'est Londres et Paris. C'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire du capitalisme, c'est l'histoire de ce que tu veux. Enfin, quand je dis capitalisme, pas pour Paris, c'est l'histoire de la culture au minimum. Ce qu'on appelle en Allemagne la culture avec un K, qui est quelque chose qui est très prégnant. C'est pas qu'une histoire d'argent. C'est là que ça se passe. Lorsqu'on parle de la France du XVIIIe siècle, de Paris, les Lumières, et ça, voilà, on va pas parler de Francfort. Et Berlin est encore une garnison. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça. Par contre, ce que Daniel Meuren nous dit très clairement, il dit n'oublie jamais, s'il y avait un grand club à Berlin, il serait à Berlin. Mais son rêve, ça serait que son grand club, il soit à New York, parce que c'est là que ça se passe, New York. C'est Andy Warhol, ce que tu veux, etc. Ça se passerait là-bas, il serait là-bas. Mais aujourd'hui, c'est quoi le football? C'est l'argent du Moyen-Orient. Et ça se passe où? Ça se passe à Paris. Donc s'il n'était pas là, il serait peut-être à Manchester City, mais culturellement parlant, il vaut mieux être à Paris, je pense. Donc en fait, il est aussi en phase avec une partie des Parisiens, mais pas forcément des Parisiens qui vont au stade. Ça, c'est une des parties les plus intéressantes du livre, c'est-à-dire que tu expliques qu'il est finalement en phase avec ce qu'est le nouveau public de Paris aujourd'hui et le nouveau public des suiveurs. C'est-à-dire un Paris différent de celui qu'on a pu connaître avant. Qu'on a pu connaître, que personnellement je regrette un petit peu, moins populaire exactement, mais il trace par rapport à ça. Il est dans une forme de caste élitiste. Et ça, c'est très intéressant. Alors, j'ai appris hier qu'il n'avait pas encore fait à Paris. Mais par exemple, en Allemagne, lorsqu'il était à Mayence, parfois, il faisait des formes de séminaires avec différents journalistes. C'est du off, c'est que du off. Et il explique. Et quand il est dans une bonne journée, ça dure 2 heures, et les gens, ils sont là, ils écoutent tous comme si tu avais un super prof, le meilleur prof du monde, et ceci. Et parfois, tu vois, il sent que les personnes ne sont pas là, ne sont pas attentionnées sur ce qu'il fait, et donc il se barre au bout de 10 minutes parce que ça ne les intéresse pas. Donc il n'est pas là pour perdre son temps. Il n'est pas là pour éduquer les gens. Il trace. Il a son football, il fait partie de l'école de Guardiola. Il dit une très belle phrase d'ailleurs. Il dit Cruyff et Guardiola nous ont laissé un héritage, c'est lourd à porter. Il dit moi je dois faire pareil. Mais il dit c'est lourd à porter. C'est un chemin de croix pour simplifier. Mais ça, tu vois, rien que cette phrase, c'est lourd à porter. Moi j'aimerais avoir des articles partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui vont au parc? Qu'est-ce que ça veut dire pour le gamin? Il faut faire un deuxième livre. Oui, on s'en verra. Il y a beaucoup de choses. Je fais pas mal de choses aussi, donc c'est comme mais il est en phase avec un certain Paris. Métrosexuel, bobo pour simplifier, etc. Donc il s'adresse à ce public-là. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il s'est passé quand même quelque chose de très intéressant au niveau des médias en Allemagne. C'est quelqu'un qui choisit ses médias. Mais plus il montait dans la hiérarchie des coachs allemands, plus il sélectionnait ses médias. Ça n'existe pas, ça. Ouais. Il est le seul à faire ça.
Edith Sight, Guardiola l'avait fait un temps. Il y avait mais une volonté, pendant sa période off, d'aller justement sur des médias alternatifs. voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, je vais le dire très simple. Je vais le dire très simplement. Thomas Tuchel, les supporters du PSG veulent l'inviter, il ne viendra pas. Des patrons du CAC 40 l'invitent pour faire des discussions sur le football de demain, sur ce que c'est il vient, il y va. Il était la seule personne absente en 2016 lors des 50 ans de la fête de la victoire de Dortmund en 66. Il y avait tout le monde, tout le monde. Et on parle de Liverpool en face, tu vois, c'est pas une petite victoire comme ça. Il y avait Klopp, il y avait tous les anciens qui étaient là. Lui, il n'était pas là. Et ça revient aussi à ce qui s'est passé dans sa carrière, à Krombacher, les 75 ans de Krombacher, de son lycée, où il a passé le bac. Putain, t'as Théo Weigel qui est là, quoi. Alors je sais bien, Théo Weigel, c'est comme Rudi Dutschke, ça parle à personne qui s'intéresse pas à la politique allemande, mais Théo Weigel, c'est un monstre. Je veux dire, il y a Helmut Kohl et il y a Théo Weigel à côté, quoi. Et Théo Weigel est là. Et qu'est-ce qu'il fait, Thomas Tuchel? Il envoie une petite vidéo avec un mot comme ça. Ben, les gens de Krombacher, tu vois, oh, merci, ouais, bon, ben, c'est ça Thomas Tuchel, ok. Il n'est pas dans ce délire-là. Donc faut pas s'attendre à une reconnaissance éternelle, à quelqu'un qui va s'attacher forcément au club. Peut-être que le club n'est qu'une passerelle. Moi, le message, alors j'ai pas envie que ça lui soit reproché, si tu veux. J'ai pas envie que ça lui soit. J'aimerais que les supporters parisiens soient très intelligents à ce moment. Non, n'attendez rien. N'attendez pas qu'ils vous disent merci. N'attendez pas. Profitez de l'avoir. Ça s'arrête là. Il est dans une autre logique que Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, il joue avec les gens. Il aime le public. Il sent ça. Hein. Alors je dis pas que c'est une lutte des classes et du mépris. C'est pas ça. Il est pas dans ce délire-là. Il est dans son laboratoire, comme on dit le plus souvent. Il travaille, tout en sachant que ceux qui ne l'aiment pas disent on l'a jamais vu. Personne ne l'a vu travailler. De toute façon, personne n'est là pour vérifier s'il travaille vraiment. Tu vois. Et toutes ces choses-là. Il faut le comprendre. Il dit, c'est comme un grand chef d'entreprise, si tu veux. Il dit, ok, il y a un plan de licenciement qui est là, mais regardez, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, mais c'est mon boulot. C'est mon boulot de faire ça. Je suis pas dans l'émotion. Ça veut pas dire qu'il a pas de l'émotion avec ses joueurs, ça peut dire qu'il a de l'émotion sur le terrain, mais c'est son truc à lui. C'est différent. On est face à un manager finalement du 21e siècle qui est capable de gérer les égos, le projet de jeu et de compiler tout ça. C'est-à-dire qu'on est face à une nouvelle forme d'entraîneur. Je veux juste donner un exemple qu'on a donné dans le livre. C'est sa fin à Mayence, avec Christian Heidel. Moi, j'avais Christian Heidel, on a discuté pendant 1 heure, 2 heures et tout. En plus, les interviews, globalement, sont très très bien passées parce qu'ils ont vu que je connaissais un peu le foot allemand et pour eux, si tu veux, c'était surprenant. Et puis, ils n'ont pas besoin ils discutent pas avec les journalistes habituels, tu vois. Là, c'est différent. Et à un moment, je lui pose la question, mais en gros, votre créature, elle vous a échappé. Quand il part de cette façon à Mayence, ça vous a échappé. Il vous a pas remercié. Et là, tu vois qu'il est un peu triste en fait, Heidel, sur ce qui s'est passé, la façon. Il est un peu dans l'émotion. Et tout de suite, il se rebiffe parce que c'est un homme d'affaires. Il dit non, je lui ai donné sa chance. Il m'a qualifié 2 fois en Coupe d'Europe, un partout. Merci, on est professionnel. Merci, au revoir. Voilà. C'est dur, parce que tu vois, moi je suis fou de Thomas Tuchel, j'ai vu tous ses matchs en Allemagne, j'ai dû voir 250 matchs et tout ça, tu sais, ça fait partie, c'est bête et méchant, c'est quelle équipe joue bien en ce moment, tiens regarde celle-là, Mayence, c'est super sympa, la première année à Dortmund, les gens vont oublier, mais c'est un truc extraordinaire. Voilà, donc moi, laissez-le faire, aimez-le en tant que ce qui va vous apporter, mais n'attendez rien. C'est un peu... Voilà. Comme ça, profitons. Voilà. En tout cas, je te remercie de nous avoir reçus pour Paris United. Et puis, j'invite tout le monde à se procurer Leading Tuchel, qui est vraiment un excellent bouquin sur la question. Merci beaucoup. Merci à toi.